Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Très, très heureux d'être avec vous une fois de plus. Ce soir, nous allons parler, sinon raconter, sinon faire l'apologie de la ville de Kigali, cette ville qui nous est tous chère, que vous soyez rwandais, que vous soyez résident de Kigali, que vous soyez juste de passage, on a toujours quelque chose à dire sur Kigali. Mais il y a des gens tout de même qui prennent le temps, non pas seulement de raconter, mais écrire également et surtout pérenniser la mémoire de cette ville qui a une histoire comme toutes les autres villes, qui a en développement une vision, mais surtout qui est passée par les hauts et les bas. Aujourd'hui, Kigali, elle est ce qu'elle est. Elle est Kigali pour moi, elle est Kigali pour vous et surtout, elle est Kigali pour nous. Ce soir, j'aimerais bien qu'on puisse donner la parole aux gens qui ont écrit sur Kigali, mais également des gens qui vivent au jour le jour le quotidien des Kigalois et Kigaloises, du côté de l'administration de la ville, bien entendu. Voilà pourquoi ce soir, si l'accent sera mis sur ce livre que je vous invite à découvrir avec le titre « Si Kigali était compté ». On va savoir si Kigali était compté, pourquoi si et pourquoi pas Kigali et Kigali est compté. Pourquoi le si? L'auteur va nous en parler. Il n'est nul autre que Daniel Lescornet, qui est donc l'auteur de ce livre dont nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios. Bonsoir, Monsieur Daniel. Bonsoir. Très heureux d'être avec vous. Et moi donc. Voilà. Nous sommes également avec l'autorité de la ville de Kigali. Kigali, c'est une ville. Kigali, c'est également le miroir du pays de mille collines. Nous sommes avec le maire de la ville de Kigali, Pudence Rubindisa. Il est maire, mais également il est Kigalois. Il connaît Kigali depuis des très très longues années. Il a vu Kigali évoluer sous ses yeux. Mais il y a le Kigali qui existait avant lui, il y a également le Kigali qui existe de son époque et surtout le Kigali qui va exister après notre époque. Mais permettez-moi, il y a un passage très très important que j'aimerais bien qu'on puisse lire parce que c'est finalement Kigali qui est compté, c'est une romance entre l'auteur et son écriture, et surtout une romance entre l'auteur et la ville de Kigali. J'aimerais bien qu'on découvre ce passage. La forêt sacrée couvrait de sa toison une petite partie de Kimisagara, une grande partie du Muhima, jusqu'à l'extrémité nord-occidentale de Katiru et le pied de Gisozi. De là, elle traversait vers l'ouest du Marais, atteignait Gatsata, grimper les premières marches du mont Jari pour traverser la Nyabugogo et du Uriza, revenir au Bwanacyambwe. Voilà, c'est de la poésie, c'est vraiment des beaux mots, c'est une peinture, c'est un tableau qu'on nous dresse de Kigali avec des mots plutôt qu'on pourrait écrire sur une personne. Monsieur Daniel Lescornet, c'est très important de nous dire pourquoi d'abord avoir écrit sur Kigali, mais on sent déjà qu'il y a un attachement très fort entre vous et la ville de Kigali. C'est vrai. C'est d'autant plus vrai que c'est ma ville, que j'y habite avec mon épouse depuis plus de 3 ans, mais que je viens au Rwanda depuis de nombreuses années. Et avec cette ville, c'est vrai que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire tellement... Vous avez dit des hauts et des bas. Je pense qu'il y a peu de villes, peu de capitales surtout, qui en un peu plus d'un siècle ont vécu des phénomènes aussi contrastés que ceux-ci, et qui aujourd'hui prend une place, tout le monde en convient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critique sur Kigali, mais tout le monde convient que Kigali aujourd'hui, au niveau du continent,
a une place tout à fait singulière. Et une place tout à fait singulière au niveau de l'humanité elle-même. On peut venir à Kigali comme on vient à Jérusalem, quand on vient à Erevan, comme on vient aussi malheureusement à Auschwitz. C'est-à-dire qu'elle parle à l'humanité. Et comme je me suis intéressé, comme beaucoup de Français, pas suffisamment peut-être lorsqu'il le fallait, mais comme beaucoup de Français, à l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, je me sens partie prenante, puisque la France, malheureusement, était partie prenante. Et il est vrai que cette ville, pour bien la connaître, pour bien la découvrir, j'ai eu envie d'écrire sur elle. Monsieur le maire, vous êtes maire de la ville de Kigali, mais Kigali, c'est plus de 100 ans d'existence parce que en 2007, Kigali a fêté un siècle d'existence en tant que ville. Aujourd'hui, vous êtes maire de la ville. Est-ce que vous sentez en vous la responsabilité de porter une ville avec une histoire aussi grande que Kigali au quotidien? C'est quelque chose que vous portez au fond de vous? Oh, oui, Monsieur Eddy, c'est vraiment avec une très très grande joie que nous avons reçu ce livre dont l'auteur est ici présent avec nous, Monsieur Daniel Escornet, que je remercie très chaleureusement d'avoir vraiment pris la plume et s'asseoir et compter Kigali comme c'est vraiment compté dans ce livre. Et certes, Kigali a son histoire à elle, mais la façon dont, avec une certaine précision que c'est compté dans son livre, ça montre également, au-delà de ce que nous avons, nous autres qui avons connu Kigali, peut-être très très récemment, aussi une histoire assez grande, vraiment à l'échelle internationale, mais ça nous ramène dans le bain, dans la vraie histoire, dans la vraie civilisation de cette vie qui est la nôtre. Le verset ou la partie que vous avez pu lire, ça raconte l'histoire, les petites collines de la ville. Quand vous rentrez vraiment dans les détails, ça nous ramène également dans la naissance elle-même de la ville. Quand on nous parle du mont Kigali, je pense que c'est à travers ce livre qu'on découvre vraiment que Kigali, non seulement ce qu'on voit, mais il y a aussi cette partie archéologique que l'auteur nous raconte. Il y a également cette partie évolutive et progressive qui nous ramène aujourd'hui où nous sommes. Et ça va même au-delà dans le futurisme maintenant de notre ville. Qui est aussi grande et qui a une histoire assez très très riche. Voilà, on ne peut que s'en réjouir d'avoir eu vraiment ce beau cadeau au niveau de la mairie, mais je pense également au niveau du pays tout entier. On parle de la ville de Kigali avec sa naissance et surtout, c'est très important. Déjà dans le titre, si Kigali était compté, tous les mots sont en français, mais l'appellation même de Kigali, c'est très important historiquement parlant, parce que vous revenez là-dessus, une certaine vision qui existe déjà dans l'appellation même, de par l'origine en Kinyarwanda. Vous pensez que, ou encore toute la beauté et surtout la grandeur de Kigali que vous racontez là, c'est aussi autour de l'appellation de la ville? Oui, faut bien voir que Kigali, c'est déjà un lieu. C'est le mont Kigali. C'est une spiritualité très forte. Kigali a toujours été le cœur battant du Rwanda, bien avant que la ville se fonde elle-même en tant que ville. Et effectivement, Kigali, le pays large, la beauté, enfin. On parle beaucoup
c'est vrai que Kigali a un avantage comparatif par rapport à d'autres capitales, y compris des grandes capitales éternelles comme Rome, Lisbonne. On dit les villes aux 7 collines, mais là, Kigali est très en avance. Là, très en avance. Donc, oui, il y a, bien sûr, il y a un phénomène de beauté, mais qui n'est pas seulement une beauté matérielle, paysagiste, mais spirituelle. C'est là qu'avaient lieu les instances royales, les thermes, la cérémonie de l'abreuvoir qui avait une telle importance pour fonder ce royaume et lui donner une consistance. C'était déjà une nation, le Rwanda était déjà une nation, une proto-nation, qui n'avait pas de ville d'ailleurs, c'est un habitat très dispersé, le Rwanda, alors que c'est l'un des pays les plus densément peuplés. Mais donc le lieu avait sa magie déjà, avait sa magie. Et d'ailleurs, lorsqu'il a fallu qu'elle devienne capitale, il a fallu du temps. Il a fallu du temps parce que les colonisations, bon, c'est vrai qu'Kigali a connu 2 colonisations, ce qui était aussi une particularité. Les Allemands qui sont arrivés en premier. 2 colonisations différentes, c'est-à-dire de par la culture, de par aussi la gestion. De par aussi les aspects géopolitiques de l'époque, tout simplement. Les Allemands, eux, avaient le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Et donc, Kigali, ce lieu-là, il a été fondé comme proto-capitale aussi, parce que c'était au cœur de tout un tas de réseaux de commerce, etc. Et donc les Allemands avaient plutôt une tendance à miser sur Kigali, alors que lorsque, après la Seconde Guerre mondiale, la colonisation belge s'est implantée, on s'est trouvé dans une situation totalement différente. Le cœur de la colonie belge était le Congo belge. Le Rwanda et le Burundi étaient un peu excentrés. Et donc, Kigali perdait son lieu central, commercial, etc. Ce qui fait que lorsqu'on est arrivé aux indépendances, les années 60, Kigali, c'était une bourgade de 6 000 habitants. Elle n'avait pas eu l'essor. Il y a eu un blocage, qui était un blocage urbain général un peu pour le Rwanda, c'est-à-dire alors que les autres pays avaient des taux d'urbanisation déjà de 30-40%. Le Rwanda, c'était 3%, 5%. Donc voilà, cette histoire-là... Mais aussi, peut-être le côté historique aussi qui montre déjà que la colonisation a eu... la pénétration de la colonisation se heurtait également à la culture rwandaise. Ça n'a pas été aussi facile pour les colons de pénétrer. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui a pu être comme des embûches sur et la gestion et même la soumission même des Banyarwanda de l'époque? Bien sûr, c'est très particulier. C'est un cas un peu unique en Afrique que ce mode de population dispersée. Le fait que on a parlé aussi d'une colonie confessionnelle, parce que les Pères blancs jouent un grand rôle, effectivement, avec leur conception ruraliste très forte. Ils se méfient de la ville. Pour eux, la ville, c'est la perdition. Et donc les villes n'ont pas connu d'essor. Alors, ce n'est pas seulement lié à la colonisation, c'est lié à la forme même de civilisation rwandaise qui était fondée sur ce type d'habitat où la cour se promenait, il n'y avait pas de centre en tant que tel. Donc, on ne peut saisir ce que Kigali et le Rwanda qu'en focalisant vraiment sur ses particularités. C'est le seul pays, avec le Burundi, qui a été indépendant sur des bases qui étaient déjà formées d'une seule nation, d'une seule langue, d'une seule culture. Donc, évidemment, c'est très particulier, la colonisation
du Rwanda. Voilà. En avançant, vous parlez déjà de Kigali qui était au cœur même de l'autorité royale. Mais lorsque vous découvrez le Rwanda, dans votre description, vous assimilez, vous avez les images d'autres continents loin du Rwanda. Par exemple, vous faites un peu une certaine assimilation avec, vous parlez de la cathédrale Sainte-Sophie, nous sommes en Orient, vous parlez d'Istanbul, c'est vrai. Lorsqu'on imagine un peu cette civilisation lointaine des terres d'Afrique, des terres du Rwanda, vous vous dites, avant même de fouler le sol, au lieu d'avoir le Rwanda sous votre regard, ça vous ramène vraiment loin, même pas en Europe, votre origine. Qu'est-ce qui a... pourquoi ne avoir... est-ce que c'est aussi peut-être quelque chose qui essaie un peu... que beaucoup de gens amènent avec eux des a priori. On découvre une terre avec une autre image d'ailleurs, et ce qui peut même bloquer votre déjà intégration et même la compréhension de l'endroit que vous venez de découvrir. Là, c'est plus poétique et plus visuel, c'est-à-dire, je pense que tous ceux et toutes celles qui arrivent à Kigali découvrent la voie lactée de leur hublot. Parce que vous parlez même de la voie lactée inversée. Inversée, bien sûr. Voilà, c'est ce que vous dites dans le livre. On l'a au sol. Donc moi, ça m'a rappelé, parce que j'ai un peu vu d'autres capitales dans le monde, bien sûr, mais ça m'a rappelé vraiment Istanbul. Ça m'a donné cette impression. Mais c'est plus l'émerveillement, c'est-à-dire vraiment, je pense que tous ceux qui on vient à Kigali par les airs, pour la plupart d'entre nous, c'est l'émerveillement. Et donc, cet émerveillement, il coïncide avec la spiritualité du lieu, tout de suite. On a cette vision spirituelle du lieu tout de suite, et avec aussi la culture rwandaise qui est une culture, on l'a dit, orale, mais de poésie. Donc, mes relations aux poètes et aux villes et aux capitales se trouvent là, tout simplement. C'est pas ce phénomène d'étrangeté, ni de préjugés que je transporte. Je trouve là, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt que je porte à cette ville, je trouve là le condensé d'une humanité qui, pour moi, parle spiritualité, poésie, beauté. Kigali, c'est déjà ça quand on arrive à Kigali. Monsieur le maire, il y a Kigali qui est compté. Après 1994, avec le génocide commis contre les Tutsis, les médias internationaux et même d'autres experts, des organisations non gouvernementales, des organisations internationales, parlaient du miracle rwandais. Lorsqu'on observe déjà le Kigali d'antan, qu'on observe le Kigali qu'on connaît aujourd'hui, c'est quand même l'œuvre de l'homme. Quand on parle de miracle, est-ce que vous qui êtes dans l'administration, vous qui êtes également au cœur des différents programmes du gouvernement, de sa vision, de la vision de la ville, est-ce que vous ne vous sentez pas un tout petit peu rabaissé lorsqu'on parle d'un miracle et que vous sachiez que vous passez des nuits entières, des nuits blanches pour le développement de la ville, pour le développement également des autres entités administratives? Bon, je suis d'accord avec l'auteur, en tout cas, dès que
on rentre dans différents chapitres et les détails. Des gens, de par l'histoire, ils en parlent que avoir Kigali comme capitale, c'était pas voulu, si je peux dire. C'était pas voulu par le colon. Il y a eu une certaine résistance et un rejet. Et puis, avec l'OTAN, ils ont remarqué que, en tout cas, Kigali s'est toujours voulu comme une ville résiliente par l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, avec ce que vous parliez tout à l'heure du miracle, évidemment, avec la libération du pays, le combat qui a été mené par l'armée APR de l'époque, l'auteur également nous remet dans cette trajectoire de libération du pays. Et de là commence évidemment une nouvelle page. Et c'est une nouvelle page de l'histoire pas seulement du pays, mais également de la capitale, qui est la ville de Kigali, qui fut également l'épicentre, en tout cas, de ce combat qu'a mené l'armée APR pour libérer le pays, arrêter le génocide perpétré contre les Tutsis et essayer de remettre le pays sur les rails avec un développement assez rapide, une ligne directrice de par les autorités suprêmes du pays. Oui, je confirme que c'est un miracle en tout cas, parce que la ville de Kigali vient en tout cas du centre, si je puis dire. En 94, c'était carrément de zéro. Est-ce que déjà dans le chef du Munyarwanda traditionnel, du Rwandais traditionnel, vivait cet esprit-là, parce que l'auteur parle de la spiritualité qu'on sent ou qu'on sentait déjà même bien longtemps. Est-ce que le côté travailleur, le côté bosseur, comme disent les jeunes, c'était dans les veines du Rwandais, pour dire c'est quelque chose qu'on tire vraiment de loin? Tout à fait. L'auteur, il fait en tout cas la part des choses de notre histoire avant le colon, que le pays existait, que la ville de Kigali existait, que la ville de Kigali avait en tout cas sa civilisation à elle, et la population très très unie, ce qui est aujourd'hui le sens de Ndumunyarwanda que nous sommes en train de vivre, de réunir le peuple. Et ce que l'auteur fait allusion dans notre histoire à l'époque, avant l'arrivée du colon, c'est effectivement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais là, il y a quand même une certaine modernité pour la vision des choses. On voit Kigali, qui est une ville aujourd'hui inclusive, où tout le monde se retrouve. On voit Kigali, qui est une ville écologique. On voit Kigali, une ville, comme je disais tout à l'heure, résiliente au niveau travail, au niveau économique et développement social. Également là, cosmopolite. Cosmopolite. On y retrouve tout le monde. Oui. Et voilà, donc c'est cette spiritualité que l'auteur fait allusion, c'est effectivement ce que nos ancêtres, avant le colon, en avaient ici à Kigali. Certes, cette détermination va de l'avant, parce que ça nous ramène en tout cas dans cette futuriste, parce que chaque ville capitale également qui se veut une ville qui se développe a quand même un plan de ce qu'on doit le devenir de la population, le devenir du pays, le devenir de la capitale qui est également capitale du pays. Ça, c'est commun à travers le monde, mais on n'est pas épargné de ce développement. Il y a ce qui ramène également notre ville dans la géopolitique, que ce soit dans la région ou ailleurs. Et voilà, donc la spiritualité, l'acharnement de vouloir développer le pays, cette résilience, ce n'est pas quelque chose dans Ndumunyarwanda, dans le peuple rwandais, on en avait avant. Et le colon a un peu créé, j'ai envie de dire, des
des Isani. Je disais tout à l'heure que même pour qu'on ait Kigali comme ville capitale, je pense qu'il y a eu quand même une certaine résistance. Et l'auteur nous ramène dans ce narratif. Et oui, c'est carrément quelque chose qu'on se félicite parce que ce n'est pas une singularité de la ville pour dire que, écoutez, en tant que ville capitale, il y a quand même ce sentiment futuriste, mais une détermination qui anime le Kigalois ou la Kigaloise. Et volonté politique, une ligne directrice, c'est quelque chose que nous avons, qui est ancré dans notre savoir-faire, dans notre volonté de vouloir avancer. L'auteur, quand il met la chose dans le contexte, on voit également que c'est une narration, en tout cas, qui montre que ce que vous disiez tout à l'heure, les médias montrent que le pays a connu une histoire tragique, mais c'est un pays maintenant qui émerge. Voilà, c'est le cas également de la ville. On est sur ce trajet, mais ça demande, je pense, comme l'auteur le dit, avoir un récit propre à nous, que c'est une ville, mais qui a une histoire, qui a une civilisation. Voilà, donc c'est quelque chose qui manquait en tout cas dans notre archive, où on a quelqu'un qui nous raconte notre histoire de la ville, mais avec vraiment une certaine trajectoire. Et puis, il ne loupe pas également des fossés, des moments difficiles et tragiques que nous avons connus et comment on s'est relevé comme une ville très résiliente. Voilà, Kigali qui est également miroir, sinon vitrine de ce que connaît le Rwanda aujourd'hui. Monsieur Daniel, dans vos propos, lorsqu'on vous lit, on sent que vous êtes très admiratif de l'organisation sociale du Rwanda ancien et surtout de la manière dont les Rwandais communiquaient, se comprenaient, se respectaient et surtout de la cohésion sociale. Mais quelque part, on sent l'Européen que vous êtes attristé par la cassure que la colonisation a apportée. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, vous pensez que le Rwandais moderne a retrouvé les valeurs qu'il avait perdues avec l'arrivée de la colonisation, avec toutes les péripéties par lesquelles le Rwanda est passé? Nous avons eu 59, 63, nous avons eu les années 70, 73, et puis jusqu'à 94. Est-ce que vous dites que le Rwandais aujourd'hui, peu importe sa manière de s'identifier aujourd'hui, a su retrouver l'âme perdue avec cette cassure-là qu'a installée la colonisation? Oui, comment dire? Je pense que le Rwanda d'aujourd'hui fait recours à ses valeurs, mais ne fait pas retour, bien sûr. Ce n'est pas un retour à la tradition de façon conservatrice, non, du tout. Il va juste puiser, ces valeurs-là. C'est vraiment un recours à une civilisation, encore une fois, forte, qui a eu ses valeurs, qui a été tout à fait homogène de ce point de vue-là. Et c'est un peu, moi je fais un peu un discours de la méthode, parce que évidemment, vous dites miracle, bon, on est d'accord que c'est le seul miracle qui n'est pas lié à la religion, c'est lié justement au travail de l'homme. Au travail de l'homme, à la vision, à la stratégie. Bon, c'est très marquant par rapport bon, on ne va pas comparer toutes les capitales, mais sur ce continent, on voit qu'il y a vraiment une vision pour Kigali, il y a une stratégie,
qu'on rectifie. D'ailleurs, moi, j'ai été très frappé parce que j'avais été un peu interrogatif. J'ai fait ce livre spontanément, j'allais dire, c'est-à-dire comme un amoureux, quoi, spontané, qui voulait garder, qui voulait pas trop rentrer dans la technocratie, etc. Et vraiment, je suis très heureux que le maire de Kigali s'intéresse à ce livre, et depuis qu'il est édité, vraiment nous accompagne. Donc, vraiment, j'en suis heureux, pas seulement pour le livre, mais parce que j'en suis heureux pour Kigali, parce que c'est vrai qu'on donne un narratif de Kigali. Mais moi, j'avais été un peu étonné quand j'avais entendu à 2040, 5 millions d'habitants, une vision d'une ville un peu hyper moderne, avec des gratte-ciel, etc. Vous voyez, tout ce qui était dans la modernité, un peu, j'allais dire, un peu dépassé déjà, quoi. Ah ouais. Un peu dépassé. Alors qu'on est face à ce qu'on appelle la crise la plus fondamentale, pas seulement une crise écologique, une crise anthropologique, quoi, et qui nécessite évidemment d'avoir un projet urbain de nature à faire face à ces crises et peut-être à les utiliser, pas seulement à s'en défendre, mais à les utiliser. Et pour ça, moi j'ai trouvé, parce que maintenant, ça devient un lieu commun. On dit Kigali, la ville propre, la ville sécurité. Et c'est très important parce que sans cela, il n'y a pas de vie commune possible. Mais ça peut devenir un cliché aussi. Et dire, bon, bah oui, c'est ça Kigali, quoi. Bon, puis c'est peut-être dû à une vision assez autoritaire, etc. Hein, c'est un cliché qu'on peut donner en Occident, par exemple. Non, Kigali, c'est un projet écologique, c'est un projet urbain, c'est une écoute des populations, c'est une rectification des plans. Moi, j'étais très frappé par la rectification de 2020. Elle a été durant le Covid. Donc, c'est pour ça qu'il faut un narratif. Parce que sinon, des grandes décisions stratégiques comme ça peuvent passer un peu inaperçues, j'allais dire. Alors que là, pour moi, il y a une espèce de révolution qui tient compte justement de tout ce qui est en train de se passer et qui utilise alors tous les savoirs. C'est ça, dans le fond, le miracle rwandais, c'est qu'on utilise tous le savoir les plus évolués de notre temps en les couplant aux valeurs traditionnelles et civilisatrices du Rwanda. C'est ça qui est remarquable. C'est ça qui est remarquable. Parce que, en vous lisant, vous n'êtes pas seulement qu'admiratif de la situation géographique ou de la culture. Vous allez également aussi à toucher la politique même de la ville, la vision de la ville, ce que vous avez. Vous n'êtes pas seulement resté dans l'admiration de la beauté, mais également de ce qui se trouve dans les têtes du Kigalois. C'était très important de rentrer dans la tête ou dans les têtes des Kigalois, des autorités de la ville pour justement avoir une idée d'aujourd'hui et de demain. Oui, je pense, enfin, le maire est mieux placé que moi pour le dire, mais comment faire une ville où les gens habitent, où c'est leur existence qui est en jeu, en se passant d'eux, c'est impossible. C'est totalement. Je sais qu'il y a des projets qui le font et qui même expulsent une partie de leur population. C'est un drame planétaire. Hein. Vous prenez toutes les capitales modernes, elles expulsent les populations les plus pauvres, les plus démunies, etc. Et là, j'ai senti, y compris dans le projet rectifié de 2020, une volonté absolue de ne pas prendre ce chemin, quoi, et de faire que les habitants actuels de Kigali, qui sont encore en majorité dans des conditions d'habitat qui ne sont pas modernes, puissent rester dans leur ville, et qu'il y ait des mixités sociales. Il y a un nouvel esprit urbain, vraiment, et là, vraiment, moi, parce que c'est lorsque j'écrivais le livre que cette rectification a eu lieu.
Et je dois vous dire, j'ai été soulagé de façon formidable parce que j'ai dit, on ne s'était pas encore rencontrés, on s'était juste salués. Oui, oui. Mais j'ai dit, il y a une concordance là qui vraiment était jubilatoire parce que je me suis dit, là, il y a un projet urbain. Et comme vous le dites, c'est un livre d'histoire. D'ailleurs, le REB, donc Rwanda Éducation, vient de le conforter comme livre d'histoire qui pourra être diffusé dans les écoles, et ça, j'en suis très heureux aussi. Mais c'est un livre qui est très documenté et qui essaye de voir dans le domaine de la santé, dans le domaine, enfin, le traitement, par exemple, de l'épidémie du sida a été une réussite. Enfin, elle n'est pas venue du ciel, elle non plus, quoi. Elle est venue d'un travail, d'une organisation, voilà. Donc, vraiment, ce livre essaye d'être le plus documenté possible, sans être jargonneux, sans prendre un discours technocratique. Il est très important de mettre en cohérence une narration de Kigali. Je pense que peut-être il manquait à Kigali, bon, c'était mon sentiment, hein, c'est pour ça que je l'ai fait, hein. Il manquait peut-être ce moment un peu qui englobait non seulement l'ensemble de l'histoire, mais l'ensemble des efforts de toute nature qui sont faits pour avoir un vrai projet urbain à Kigali. Oui. Voilà. J'aimerais bien qu'on sorte un tout petit peu du studio pour également essayer un peu de suivre les réactions d'autres personnes. Déjà, lors du lancement de votre livre, c'était au bureau de la ville de Kigali, où on avait quand même des gens qui ont participé, des gens qui ont réagi. J'aimerais bien inviter ici l'honorable Tito Rutaremara, parce que lui, il a le mérite d'avoir traversé les âges. Il connaît Kigali d'antan, il connaît le Kigali d'avant les indépendances, d'après. Il a participé à ce combat de pouvoir retrouver un Rwanda uni et pour tout le monde, avec le Front patriotique rwandais. Tout à l'heure, Monsieur le maire a évoqué l'armée patriotique rwandaise qui était la branche armée du Front patriotique rwandais, le FPR. Il parle déjà du Kigali que lui a connu, et surtout, il vous prodigue des conseils. Vous auriez dû passer par lui. Il allait quand même ajouter quelque chose. On va suivre l'honorable Tito Rutaremara. Ok, avec plaisir. Au tableau qui était à l'intérieur, des anciens rois, c'était très intéressant. Mais moi, je connais Kigali, bien sûr, avant. J'étais ici à Kigali, à l'école secondaire de Saint-André, qui était tout juste à Sainte-Famille, là-bas. C'était là où on était. Et, dans le tableau que vous avez fait de l'indépendance, je me suis demandé comment toute cette foule de gens qui étaient devant l'église de Sainte-Famille, mais je me suis dit, mais est-ce possible? Parce que je connaissais la place. Elle était trop petite. Il n'y avait presque rien. Alors, je ne sais pas, peut-être après 2 ans, 3 ans, ils avaient mis. Parce que je suis parti en 61. Peut-être après 61, 62, ils avaient élargi la place. Quand je suis revenu, bien sûr, c'était 94. 93, au mois de décembre, le 28 décembre, quand les politiciens du Front patriotique et le bataillon
de 600. Je suis revenu à Kigali. Bien sûr, à Kigali, j'ai vu qu'il y avait seulement 2 choses qui n'avaient pas changé. C'est la prison, elle était là, et l'église Sainte-Famille, ils étaient toujours comme ça. Ça n'avait pas changé. Vraiment, c'était comme je les avais laissés. Et puis aussi, il y avait, quand on allait à l'hôpital, il y a des maisons de prêtres avec des cônes comme ça. Ça n'avait pas changé aussi. Mais tout avait changé. Mais quand vous parlez dans les 1950, 60, dans Brugade, ce n'était pas dans Brugade parce que je me souviens, on l'appelait le poste. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Il y avait seulement le quartier Swahili. Il y avait quelques Swahili. Des musulmans, on les appelait des Swahili. Et puis, quelques des gens qui travaillaient à l'administration, qui se trouvaient tout près, devant la Sainte Famille, là. Mais ailleurs, il y avait des bananes, il y avait des bananonnets, il y avait un peu partout. Il n'y avait presque rien. Bon, je n'ai pas encore lu, mais si vous m'aviez demandé, par exemple, de vous inspirer, d'écrire sur Kigali, je suis un type un peu romantique. Donc, j'aurais trouvé une belle femme, comme on a trouvé l'Ariane, la belle américaine. Parce que je dis, sur Kigali, il y a une histoire. La reine qui a été mariée à 2 rois. Et ces 2 rois, cette reine, c'est elle qui a donné le roi dont vous avez parlé d'ici. Alors, moi, j'aurais pris cette image d'une Nigérienne qui était aimée par 2 rois, mariée à 2 rois. Mais heureusement, le garçon est devenu notre roi. Il n'était pas le roi d'Obdjessera. Voilà, c'est une histoire comme ça. Mais aussi, c'est pourquoi je penserais à une dame comme ça. Quand on était ici à Kigali, au moment le jour de libération, moi j'étais toujours avec des images des morts, des rescapés, des gens qui étaient coupés la tête un peu partout et les chiens. Mais ce jour-là, j'ai eu une autre image. L'image des gens zombies. Vous savez, ces zombies qui marchaient sans savoir. Et on se demandait, est-ce une personne? Non. Mais Kigali, après 2 mois, tous ces zombies, la plupart des femmes, sont devenues des jolies dames qui étaient devant des magasins, qui travaillent un peu partout. Et j'ai complètement oublié des zombies que je voyais. Oui, parce qu'avant, imaginez-vous, avant je voyais seulement des cadavres un peu partout, des gens qui avaient les têtes coupées, les bras coupés, qu'on amenait, les enfants qu'on amenait au foyer et un peu partout. Mais c'est là où j'ai rencontré les zombies, les gens qui venaient des plafonds, et qui avaient passé à peu près 1 mois, 2 mois, sans manger, sans sortir. Et quand on les voyait, on croyait des zombies. Mais ce qui était bien, c'est qu'ils venaient et vous embrasser et riaient. On voyait des dents qui étaient blanches, vraiment blanches. Mais 2 mois après, la ville était pleine de jolies dames.
devant tous les magasins de Kigali, les zombies étaient complètement changés à des jolies dames. Voilà, moi je prendrais Kigali comme... Quoique, toi, tu aimais déjà le Rwanda, mais peut-être c'est pour ça que tu vis à Kigali, c'est parce que Kigali t'a attiré. Tu aurais été à Butare, à Rwamagana ou ailleurs. Alors moi, c'est comme ça que je... Mais malheureusement, c'est pas raconté, vous voyez. Et puis après tout, vous êtes un historien rationnel. Peut-être vous n'aurez pas aimé ma description. Merci beaucoup. Ça, c'est Mzee Tito Rutaremara, également connu pour son franc-parler, parce qu'il n'y va pas par le dos de la cuillère. Bien sûr. Vous comprenez, comme il insiste aussi sur l'importance de la beauté de la femme rwandaise. Ça fait aussi partie du décor, ça fait aussi partie de la beauté du pays. Comme on dit, le pays et ses fleurs. Bien sûr. Vous étiez un tout petit peu, comme on dit, timide à insister sur ce point. Bon, Tito, que je respecte beaucoup, va peut-être être ravi de savoir que je suis en cours d'écriture avec des femmes qui étaient dans la situation qu'il a dit le 4 juillet 1994 et qui en quelques jours, en quelques semaines se sont transformées en des femmes modernes, habillées, rayonnantes. C'est les fondatrices d'Avega. Je suis en train de travailler sur ce thème avec elles. Et ce que dit Tito est juste. Et Tito peut retrouver aussi les images dont il parlait. Et ça me permet de saluer l'artiste qui m'accompagne dans ce livre. J'allais y arriver. Comme on dit, vous avez pris la plume, vous avez écrit, mais c'était également important pour vous de ne pas seulement plonger le lecteur dans l'écriture, mais il fallait également représenter l'image de la ville, et vous avez fait également équipe avec quelqu'un d'autre, un Rwandais, Jean-Claude Ngoumiré. Pourquoi c'était si important déjà de ne pas seulement vous limiter à l'écriture, parce qu'on peut toujours, parce qu'on a passé longtemps. Tout à l'heure, vous avez fait, vous avez parlé de Rome. On a lu Rome, on a parlé de Rome par l'écriture, et à la fois on a l'impression de connaître Rome ou d'y avoir été. Mais vous avez dit, je parle de Kigali, mais avec illustration. Pourquoi c'était important? Jean-Claude Ngoumiré est un natif de Kigali, c'est un rescapé de Nyamirambo. C'est un artiste talentueux, bien sûr, mais je ne voulais pas faire des photos. Je voulais que... C'est un problème émotionnel, de nouveau. C'est-à-dire que le dessin puisse nous plonger, justement, et nous faire sentir la trame rwandaise. Et donc, ce livre est élégamment, mais aussi intelligemment illustré par ce dessinateur. On voulait faire un beau livre, c'est-à-dire, on voulait faire une œuvre, voilà, artistique. On voulait faire une œuvre à la hauteur de ce qu'on pense être Kigali aujourd'hui et à la hauteur de ce qu'on pense être le Rwanda aujourd'hui. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir fait recours aux photos? Je vous le dis, dit non, on passe au dessin. Alors, premièrement, il faut avouer, j'ai quand même fait les archives photographiques, quelques archives photographiques. J'aurais pu trouver beaucoup plus de choses, certainement, mais les colons, par exemple,
qui étaient les photographes de l'époque, quand Kigali est né, c'était comme ça, ne photographiait pas Kigali. C'est vrai. C'était une bourgade, ça n'intéressait personne. Ouais. Et donc, ils réagissaient pas comme des Rwandais, ils réagissaient comme des colons, ils allaient prendre des bains, ils allaient au bord du lac Kivu, ils allaient... Bon, donc les photos, à part des photos officielles où on voyait les personnalités politiques de l'époque qui recevaient... donc, il n'y avait pas la matière. Mais même il y aurait eu la matière, je pense que le dessin convient mieux à cette recherche d'émotion, à la trame qu'on a voulu donner, c'est-à-dire faire rentrer vraiment le lecteur dans une œuvre qui soit à la fois poétique, qui soit à la fois historique, qui soit tout à fait juste, je le pense, au niveau de l'ensemble des éléments qui sont apportés, mais qui ait cette dimension artistique, oui, cette dimension artistique. D'ailleurs, je salue aussi l'éditrice du livre, parce que c'est le premier livre de notre maison d'édition, Histoire et Images. On doit ce bel objet à l'éditrice, qui est mon épouse, qui est Christine Ilana Le Scornet. On doit... Enfin, c'est un travail d'équipe, bien sûr, un livre. C'est pas seulement l'auteur qui se met dans sa table. C'est un projet aussi. On a voulu lui donner toutes ces dimensions-là. Et je suis aussi très heureux. Parlons de l'éditrice, la préface... avec une très belle couverture. Hein. Oui. Vraiment artistique et surtout beau par aussi la couleur et tout ça. Oui. Et la préface est faite aussi d'un acteur essentiel de la vie rwandaise, mon ami, mon camarade, même je peux dire, Antoine Mugesera, qui me fait... Il dit que je fais un cadeau, mais lui me fait un cadeau. C'est don et contre-don, là, vraiment. Et vraiment, c'est un plaisir fou d'avoir aussi cette trace-là du grand sage qu'est Antoine Mugesera. Alors, j'aimerais aussi qu'on puisse suivre un tout petit peu. Tout à l'heure, on a suivi Mzeti Torotalemara. Il y a également une autre Rwandaise qui s'était exprimée, qui a eu à lire à ce livre. Elle parle de l'importance de ce livre, surtout pour les plus jeunes. On va suivre cette dame. Pour moi, ça m'a donné un peu un défi que moi aussi j'ai à relever. Lorsque j'ai lu, je ne l'ai pas tout lu, mais lorsque je l'ai lu en diagonale, je me suis étonnée que en 1970, dans les années 70, on pouvait se balader ici à Kigali dans des sentiers et cueillir de belles mangues, mais aussi attendre des rires des hyènes. Ça, je me suis dit, est-ce que vraiment dans les années 70, il y avait encore des hyènes ici à Kigali? Alors, le défi, c'est que moi aussi, c'est quelque chose que je découvre, mais aussi que j'ai à raconter à mes enfants. C'est pas seulement ça, mais si moi aussi je m'étonne, alors je me demande, les enfants qui vont lire ce livre, vraiment, ils vont croire que c'est une conte, parce que c'est Kigali qui est conté, alors ils croiraient que c'est une conte. Alors ce sera mon défi à moi, que ce soit la jeune génération, mais aussi nos visiteurs, des étrangers qui visitent notre pays, pour leur dire non, ce n'est pas une conte, c'est une pire réalité. Merci. Monsieur le maire, c'est de Kigali dont on parle, c'est vrai, les années 70, vraiment qui remontent à très loin. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que l'auteur a décrit, et lorsqu'on croise avec la réalité aujourd'hui, il y a de quoi se réjouir déjà du rôle que les Kigalois ont dans leur développement de la ville et surtout de la vision, aussi bien de la ville que du pays? Oui, en effet, je pense que contrairement à ce que certaines personnes qui se permettent évidemment, avec tout le respect que je leur dois, de critiquer ce qui se passe ici,
c'est un développement assez participatif et communautaire. Et l'auteur aussi, en tout cas, y arrive dans son narratif. Donc, il y a de quoi se réjouir. Il y a également cette unicité, en tout cas, d'avoir une ville qui avance à tout point de vue, que ce soit l'union de la population qui habite Kigali, que ce soit le développement, comme je disais tout à l'heure, mais avec une base communautaire et participative, et que ce soit également une certaine vision assez quand même déterminante de voir un chemin à faire et toujours faisant allusion, et c'est vraiment raconté ici, faisant allusion d'où on vient. Voilà, donc quand on lit ce livre... Il y a un côté, souvent quand on parle de la ville, on parle du développement, on parle des infrastructures. Parfois, on a aussi tendance d'oublier le côté un peu sanitaire. Aujourd'hui, il y a par exemple des programmes de sport de masse, le dimanche qu'on voit, qui est devenu une marque déposée pour Kigali. C'est très important aussi d'avoir une population en bonne santé. En effet, ouais, parce qu'aujourd'hui, Kigali, c'est une destination. Donc Kigali, c'est une destination, dans les chapitres que l'auteur nous fait découvrir également, qui est une réalité, c'est que des grandes conférences internationales, des grands événements se passent aujourd'hui à Kigali. Et des activités sportives, justement, que je parlais, c'est très important. En effet, c'est parce qu'il y a une vie. À Kigali, il y a une vie, il y a une certaine sécurité. C'est le fruit, c'est le résultat de tout un chemin, de tout un effort, des efforts assez communs. Et c'est une ville où il fait beau de vivre. Comme je disais tout à l'heure, c'est au-delà d'une ville verte. C'est une ville qui a une vie communautaire, sport de masse, des travaux de fin de mois, de nettoyage de notre quotidien, de l'entourage. Ça fait en tout cas une unicité de la ville de Kigali. Je pense qu'avoir aujourd'hui une ville qui est une destination au niveau international, on ne peut que s'en réjouir. Et l'auteur également, il revient là-dessus et il ajoute dans sa conclusion que j'ai beaucoup aimé, que même si, il fait allusion à un colosse malinquin, Ahmadou, je pense, qui dit que, il raconte que si quelqu'un, le lecteur ou tout un chacun qui peut lire ce livre et que tu as quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Ça peut être un commentaire, ça peut être tout un livre à raconter également pour des ajouts qui seraient également très, très utiles. Et c'est vraiment un document qu'on peut se servir non seulement pour lire, mais également pour éduquer. Voilà, c'est très important. Document à lire. Je vous rappelle que si Kigali était compté, je vous rappelle que ça, c'est la version française, mais il existe également la version anglaise. C'est très important aussi. Kigali, qui est également, aujourd'hui, c'est une ville qui vibre aussi à la langue anglaise. C'est très important aussi de connaître Kigali, qui s'ouvre au monde. Donc, le livre est disponible dans les deux langues, l'anglais et le français. C'est à quand la version Kinyarwanda? Et voilà, bien sûr. Alors, comme nous sommes une jeune maison d'édition, il faut que économiquement, on ait une petite vente qui nous permettra... Espérons que l'autorité de la ville va travailler là-dessus pour que cela puisse bénéficier, parce que c'est très important. Également aussi, le gouvernement, c'est très important quand on parle, on chante la louange de la ville de Kigali. Merci à M. Daniel. Également, merci à vous, Monsieur le maire. Merci également à Shema Blaise et toutes les équipes au niveau de la régie. Merci, fidèles de l'émission Majuscule Propos. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro.